Avec l'accord de Paris sur le climat signé en 2015, les pays se sont engagés à mettre en place les actions nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. L'Europe a opté pour un scénario plus ambitieux, atteindre la neutralité carbone en 2050 afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Pour le transport routier, cela signifie que les constructeurs de poids lourds ne produiront plus de camions fonctionnant aux énergies fossiles à l'horizon 2040. En effet, la durée d'exploitation d'un camion est de 10 ans environ. Il ne faudra donc plus mettre sur le marché de camions émettant de CO2 après 2040. Comment va s'opérer cette transition énergétique et quelles seront les énergies alternatives aux carburants fossiles à notre disposition? Les constructeurs de poids lourds vont mener une décarbonation progressive comme nous pouvons l'observer sur cette trajectoire. Il existe des véhicules fonctionnant avec des énergies alternatives, mais l'ensemble des usages n'est pas encore couvert et il faudra encore développer un certain nombre de technologies pour y arriver. Certains constructeurs comme le groupe Volvo se sont engagés à ce que 40% des véhicules vendus soient décarbonés en 2030 et 100% en 2040. Quelles sont les énergies à notre disposition aujourd'hui pour faire fonctionner un camion? Elles sont au nombre de 4. Le diesel, le gaz, l'hydrogène et l'électricité. Nous allons les passer en revue une par une pour voir quelles sont celles qui sont les plus efficaces en termes de diminution d'émissions de CO2. Notons que tous les chiffres de gains d'émissions de CO2 qui seront cités sont calculés du berceau à la tombe, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte l'ensemble du CO2 émis depuis la production de l'énergie et des véhicules jusqu'à la fin de vie des véhicules. Ces calculs ont été faits pour un véhicule de 16 tonnes. Commençons par le carburant le plus connu aujourd'hui, le diesel. Nous avons devant nous 40 ans de stock de pétrole à l'échelle terrestre, mais l'objectif est bien évidemment de ne pas l'utiliser et d'aller vers des énergies décarbonées. Il existe aujourd'hui du biodiesel, un ester d'acide gras produit à partir d'huile végétale comme le colza. Il est appelé B100 en France. Il permet un gain de 65% des émissions de CO2 par rapport au diesel fossile et pourra constituer un bon complément à la décarbonation du transport routier de marchandises. C'est sans doute l'une des solutions les moins chères sur cette décennie. Cependant, 2 éléments vont restreindre l'utilisation du biodiesel pour le transport routier. La quantité limitée d'huile végétale, dont la production peut également générer des risques de déforestation, en particulier avec l'huile de palme. La concurrence avec d'autres secteurs comme l'alimentation. À l'horizon 2040, au plus 10% des camions utiliseront probablement ce carburant. Il existe également le e-diesel, produit à partir d'électricité renouvelable, d'eau et du CO2 de l'air. C'est ingénieux et cela fonctionne bien. On gagne également 65% d'émissions par rapport au diesel fossile. Mais cela nécessite des investissements massifs encore très incertains. Le gaz, alors, c'est du méthane et il existe sous 2 formes, le gaz naturel fossile et le biogaz produit par fermentation ou gazéification de matières organiques. Le gaz naturel fossile ne permet qu'un gain de 2% des émissions de CO2 par rapport au diesel. Ce n'est pas une option viable pour la décarbonation. Le biométhane ou biogaz permet un gain de 75% d'émissions de CO2 en moins par rapport au diesel. En revanche, les quantités de biogaz sont et seront limitées. L'industrie de transport sera en concurrence avec d'autres gros consommateurs, comme le transport maritime. Son prix devrait augmenter également dans les décennies à venir du fait de la diminution probable des subventions qui sont aujourd'hui allouées à sa fabrication. 2 points doivent également retenir notre attention sur le biogaz. Sa combustion dans un moteur émet des NOx et il sera donc interdit dans les villes. Il faut rester vigilant dans la production, le transport et l'utilisation de ce biogaz pour en minimiser les fuites. En effet, il a malheureusement un pouvoir d'effet de serre 86 fois supérieur au CO2 sur 20 ans. Compte tenu de ces données, on estime qu'en 2040, ce ne sont pas plus de 10% des camions qui rouleront avec ce carburant. Il sera donc réservé probablement aux grands routiers. Intéressons-nous maintenant à l'hydrogène. Savez-vous qu'il en existe plusieurs types, le gris, le bleu et le vert? L'hydrogène dont nous disposons aujourd'hui est appelé hydrogène gris. Il est fabriqué à partir de méthane fossile et il émet 14% de CO2 de plus par rapport au diesel fossile. Ce n'est donc pas ce que nous allons utiliser pour la mobilité. 2 autres types d'hydrogène existent. L'hydrogène bleu, c'est le même que le gris, mais pour lequel on a capturé et séquestré le CO2. Il apporte un gain de près de 57% d'émissions de CO2 par rapport au diesel fossile. L'hydrogène vert, il est produit à partir d'électrolyse d'électricité renouvelable et permet de gagner jusqu'à 67% d'émissions de CO2, toujours par rapport au diesel fossile. Passer de l'hydrogène gris à l'hydrogène bleu ou vert va nécessiter des investissements colossaux de la part des énergéticiens.
L'Association européenne pour l'hydrogène prévoit une montée en puissance assez lente, puisqu'elle devra se faire progressivement entre 2030 et 2050. En 2030, il y aura encore une majorité d'hydrogène gris en Europe. Par ailleurs, le secteur du transport routier va être en concurrence notamment avec l'aviation et l'industrie qui n'ont pas d'autre solution pour décarboner. L'utilisation de l'hydrogène à grande échelle pour le transport routier n'est donc pas une option envisageable avant la prochaine décennie. Il est cependant étudié comme une alternative à la batterie sur certaines applications car il permet de stocker l'énergie de façon plus légère et moins onéreuse, ainsi que de faire le plein en 10 à 20 minutes. Pour compléter ce point sur l'hydrogène, précisons que les technologies sont encore à l'étude. C'est la pile à combustible qu'il a pu développer aujourd'hui. Elle convertit l'énergie d'un combustible, l'hydrogène, et d'un agent oxydant, l'oxygène, en énergie, l'électricité, par une réaction d'oxydoréduction. Une alternative est le moteur à combustion qui peut utiliser de l'hydrogène moins pur et qui nécessite moins de refroidissement. Cependant, il a pour inconvénient d'émettre un peu de NOx, et il sera un peu plus gourmand en hydrogène que la pile. Pour le stockage, 2 pistes sont également travaillées. L'hydrogène compressé et l'hydrogène liquide. La seconde apporte quelques avantages en termes de manutention, mais sera plus coûteuse à produire et nécessitera des équipements très performants pour éviter les fuites. Venons-en enfin à notre quatrième et dernière énergie, l'électricité. La technologie des moteurs électriques existe et l'autonomie des batteries ne cesse d'augmenter. L'ensemble des usages sera couvert d'ici la fin de la décennie. Comme pour les précédentes énergies que nous venons de passer en revue, il est important d'estimer dans quelle mesure l'électricité permet de réduire les émissions de CO2 du berceau à la tombe. C'est Nicolas Meunier, consultant senior mobilité chez Carbone 4, qui nous apporte ces précisions. Je préfère parler d'électricité bas carbone plutôt que d'électricité décarbonée, car il y a toujours des émissions liées à la construction de l'infrastructure, des centrales ou des réseaux. Et après, en termes d'énergie, de sources d'énergie, il y a des sources d'énergie qui sont effectivement beaucoup moins carbonées que d'autres, notamment le nucléaire ou les énergies renouvelables comme les barrages hydroélectriques, les panneaux solaires ou les éoliennes. Et à l'inverse, il y a des sources d'énergie qui sont très émissives, qui sont liées aux énergies fossiles. Donc c'est le charbon, le gaz fossile ou le pétrole. Le mix électrique européen moyen est un peu moins émissif que la moyenne mondiale. Cependant, ça reflète une diversité très grande entre les pays, avec des pays qui ont une électricité quasiment complètement bas carbone, comme la France, la Suisse ou la Suède, et d'autres pays qui ont une électricité encore très dépendante, notamment au charbon, comme la Pologne, la Serbie ou l'Estonie. Cependant, tous les pays européens ont une politique de décarbonation de leur mix électrique, et on peut s'attendre à ce que d'ici 2040, les émissions moyennes de l'électricité soient divisées par 2 par rapport à aujourd'hui. Merci Nicolas. Jetons un coup d'œil aux chiffres. L'électricité n'étant pas décarbonée au même niveau dans les différents pays européens, nous prendrons 2 exemples. L'électricité allemande réduit les émissions de CO2 de près de 50%, et la France est plus proche des 80% aujourd'hui. En termes de coût, ce sera moins cher de rouler en électrique en 2030 en Europe. Si le camion reste cher, on gagnera en maintenance et sur le coût de l'énergie. La bascule se fera à partir de 2025 pour le milieu urbain et un peu avant 2030 pour le grand routier. Par ailleurs, pour aider à la transition énergétique, de nombreux pays ont mis en place des aides publiques dont peuvent bénéficier les entreprises qui font le choix d'acheter des véhicules électriques. Résumons-nous. L'enjeu auquel nous faisons collectivement face est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Cela passe par une neutralité carbone à l'horizon 2050, ce qui implique de décarboner les nouveaux véhicules mis sur le marché d'ici 2040. Nous avons à disposition 4 énergies pour opérer cette décarbonation. Marc Lejeune va nous aider à les comparer pour un usage urbain et pour un usage grand routier à horizon 2030. Pour une application urbaine, les biocarburants et les e-carburants qui sont utilisés dans un moteur à combustion seront invalidés par le fait que les villes vont interdire les véhicules qui émettent des oxydes d'azote à horizon 2030. Donc il ne reste plus en liste que les véhicules zéro émission, qui sont les véhicules hydrogène et les véhicules à batterie. Il y a un avantage important pour le véhicule à batterie sur l'avitaillement, parce qu'il suffit de le brancher au réseau électrique qui existe, alors que le véhicule hydrogène, il doit aller chercher un hydrogène décarboné qui n'existe pas encore, et dans une station-service en centre-ville qui n'existe pas encore et qui va être compliqué à mettre en place.
Donc pour la partie véhicule de ville, il y a un avantage sur le véhicule électrique à batterie pour l'avitaillement. Et après, en termes de coût d'utilisation, il y a aussi un net avantage pour le véhicule électrique à batterie par rapport au véhicule à hydrogène, en grande partie à cause de l'écart de rendement énergétique entre les deux options. Donc c'est la raison pour laquelle on pense que pour les véhicules de ville, la solution électrique à batterie, à la fin de cette décennie, sera de loin la meilleure et représentera une grosse partie de nos ventes. Pour les véhicules longs routiers, l'image est un petit peu différente, dans la mesure où les émissions d'oxyde d'azote local sont moins un sujet sur les grands axes routiers, enfin en dehors des villes, et ne disqualifient pas le moteur thermique. Par contre, son utilisation va être limitée par la disponibilité des carburants. Le biodiesel, le biométhane, le e-diesel même, va être disponible en quantité limitée durant les 20 ans qui viennent. Les biocarburants, parce que la biomasse est limitée et que nous, camions, nous sommes concurrents avec d'autres secteurs de l'industrie pour l'avoir. Et le e-diesel, parce que ça demande des investissements colossaux qui, s'ils se mettent en place, vont arriver très progressivement. Donc dans les 20 prochaines années qui viennent, pour vraiment décarboner les camions non routiers, on ne pourra pas compter sur le moteur thermique avec du e-diesel ou des biocarburants. Il faudra aller vers des solutions zéro émission, hydrogène ou batterie. Et là, c'est un peu l'inverse. Il y a un avantage pour le véhicule hydrogène sur l'avitaillement, parce que le camion long routier, il va embarquer 800 kg d'hydrogène, et donc il n'aura pas besoin de refaire le plein dans la journée, alors que le camion électrique aura 400 à 600 km d'autonomie. Pour une partie de ses missions, il faudra qu'il avitaille, enfin qu'il se recharge rapidement dans les stations de recharge rapide sur autoroute en milieu de journée, donc il réserve son créneau, donc ça fera une contrainte supplémentaire opérationnelle pour le transporteur. En termes de coût d'utilisation, il y a pour l'instant un petit avantage aux véhicules long routiers électriques à batterie par rapport à la pile à combustible, mais les choses peuvent bouger, les technologies peuvent évoluer. Donc on considère que ces deux énergies, la pile à combustible et la batterie, sont deux solutions possibles pour le camion long routier décarboné du futur. En conclusion, voici les proportions dans lesquelles nous devrons utiliser les 4 énergies à l'horizon 2040. 0% des camions utilisant du diesel fossile ou du gaz naturel. Jusqu'à 20% des camions en biocarburant pour les usages les plus lourds, longs routiers, construction lourde. Autour de 80% des camions équipés soit de batteries rechargées à l'électricité, soit de piles à combustible alimentées par de l'hydrogène décarboné pour les usages les plus lourds. La répartition précise entre ces deux énergies est aujourd'hui inconnue. Voilà, j'espère que vous y voyez désormais plus clair sur les énergies à disposition et leur utilisation pour décarboner le transport routier d'ici 2040.